Allez. Ouais. Çık. Mat. Bak. Oui, mat. Would you say that Diriez-vous que le match pour le titre mondial est différent de tous les autres? Yes, of course. Конечно. Bien sûr. Et comment? Как же? Je vais vous expliquer. Si vous jouez un tournoi, vous pouvez prendre du plaisir. Mais lors d'un championnat du monde, les émotions négatives l'emportent sur les émotions positives, car vous voulez tuer votre adversaire. C'est propre au championnat du monde. Le champion du monde doit avoir un instinct d'assassin, en plus de son potentiel créatif. En tant que chef d'armée, vous ne pouvez gagner que si vous êtes organisé pour détruire l'armée adverse. Votre esprit doit être concentré sur l'anéantissement de l'adversaire. In the name of FIDE, the International Chess Federation, I proclaim Mr. Robert Fischer as the chess champion of the world. L'histoire commence quelques mois plus tôt, dans ce grand bâtiment à l'enseigne aujourd'hui effacée, l'ancien comité central du Parti communiste du RSS. Lorsque certains dignitaires se posent une question qui n'intéresserait sans doute aucun dirigeant d'aucun autre pays du monde, comment empêcher que le titre de champion du monde d'échecs échoue pour la première fois de l'histoire à un Américain? Dès novembre 1971, Spassky s'est concentré exclusivement sur Fischer. Il a travaillé de la façon suivante. Il a planifié sa préparation. Le premier plan avait été rédigé par la fédération, avec des entraîneurs et des grands maîtres. C'était le fruit de la création collective. Mais en novembre, Spassky a rédigé sur une page son plan final de préparation au match. Et il l'a remis au comité central du parti. Il l'a remis au secrétaire Diemitchev. À l'époque, Diemitchev supervisait l'idéologie, la culture et le sport. Fischer, pour le pouvoir soviétique, était un étranger. Et pour couronner le tout, cet étranger n'était ni hongrois, ni yougoslave ou tchécoslovaque. Il venait des États-Unis d'Amérique. Vous vous souvenez qu'à cette époque, nous étions en pleine guerre froide. Donc, quand Fischer est devenu prétendant, le match a pris un intérêt politique supplémentaire.
L'enjeu du championnat du monde dépasse alors de beaucoup le petit territoire d'un demi-mètre carré et les pièces de bois qu'il occupe. Les échecs en Union soviétique sont une affaire d'État. Une longue histoire culturelle, sociale et politique qui prend sa source dans les années 20, au lendemain de la Révolution russe. Notre pays, la Russie soviétique, était isolé au niveau international. Le régime bolchevique n'était pas reconnu par la Société des Nations. Il fallait faire une démonstration. C'est la première raison. Alors pourquoi les échecs plus que le football, par exemple? Après la guerre civile, on était pauvre, le pays était ruiné. Les échecs, c'est un sport bon marché. Ça ne coûte rien. Un échiquier, des pièces, et c'est tout. Pas besoin de stade ou de cours de tennis. Staline et son entourage l'avaient bien compris. C'est la deuxième raison. Et enfin, les échecs, c'est un sport intellectuel. Et pour les bolcheviks, il était important de prouver que dans un sport intellectuel, ils pouvaient être les meilleurs. Toutes ces raisons expliquent le soutien de l'État. Les échecs sont un outil de la culture prolétarienne. Les échecs dans chaque famille d'ouvriers. Les échecs au prolétariat. Les échecs se sont largement développés. Avant-guerre, on a commencé à organiser le championnat des kolkhozes, le championnat d'URSS des kolkhozes. C'était les syndicats qui organisaient ces compétitions. Des centaines de milliers de gens y participaient. Se met alors en place ce qu'on appellera l'école soviétique des échecs, c'est-à-dire un système unique de détection des talents, de formation et d'entraînement au plus haut niveau. Des palais des pionniers s'ouvrent sur tout le territoire, d'où sortiront des centaines de joueurs. Une nouvelle génération s'apprête à émerger. Le premier d'entre eux sera l'ingénieur en électricité Mikhail Botvinnik, apparu au milieu des années 30. Botvinnik devient un héros des échecs, à l'époque où, justement, Staline exhorte le peuple à l'excellence. Et quand Staline lance le mot d'ordre « rattraper et dépasser les États-Unis », un nouveau slogan fleurit dans le monde des échecs « rattraper et dépasser Botvinnik ». Tout le monde connaissait Botvinnik. J'avais une grand-mère qui était illettrée. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle connaissait Botvinnik. Et quand j'ai commencé les échecs, elle ne disait qu'une chose, peut-être qu'il sera le nouveau Botvinnik. Elle ne connaissait pas d'autres joueurs, ni Alekhine, ni Capablanca, mais Botvinnik, oui, parce que ça a été inculqué. Et par la suite, quand j'ai rencontré Botvinnik à Moscou, où j'étais étudiant, je l'ai dit à ma grand-mère. Elle s'est exclamée, « Mais il est vivant ?» Bien sûr qu'il est vivant, il est jeune, mais je croyais que c'était un héros mort depuis des siècles. Ce n'est pas un hasard. Des millions de gens connaissaient Botvinnik. Autant que Stakhanov et peut-être même davantage. On n'appartenait pas à la Fédération internationale parce que c'était une organisation bourgeoise. Il fallait rencontrer des ouvriers étrangers, mais les ouvriers étrangers jouaient très mal. Le premier à sortir a été Botvinnik. Et notre fédération a pris une résolution spéciale. Elle l'autorisait à sortir pour une compétition bourgeoise, mais à condition de gagner. Seulement gagner. C'était la condition.
gagné. Après-guerre, les choses changent. L'URSS rejoint les instances internationales, elle adhère à l'ONU, au Comité olympique et à la Fédération internationale des échecs. Les joueurs sortent en masse et Botvinnik devient le premier d'une longue série de champions du monde soviétique. Le roi des échecs, Mikhail Botvinnik, que de tournois n'a-t-il disputé dans sa vie et que de victoires n'a-t-il remporté? Ensuite, Botvinnik félicitait Smyslov, puis Smyslov Botvinnik. Botvinnik félicite Tal. Et un an plus tard, Tal félicitait Botvinnik. Ce dernier a dû céder son titre de champion à Petrosian. Et tout récemment, le dernier prétendant au titre était le soviétique Boris Spassky. Il est clair qu'à cette époque, l'Union soviétique dominait les échecs. À l'Ouest, on avait de bons joueurs, mais ils étaient dispersés. Aux États-Unis, il y avait Reshevsky, Najdorf en Argentine, et les nouveaux qui arrivaient comme Bent Larsen. Moi, pour un temps. Bref, l'URSS était incontestablement loin devant à cette période. Et personne ne pensait qu'on pourrait pénétrer cette forteresse. De l'autre côté de l'Atlantique, il existe pourtant un joueur capable d'inquiéter les Soviétiques. Champion des États-Unis à 14 ans, candidat au titre mondial, puis grand maître l'année suivante, Bobby Fischer devient rapidement une star des échecs. Il a utilisé les méthodes des joueurs soviétiques. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est aussi un élève de l'école soviétique. Pourquoi? Parce qu'il a étudié les travaux de nos joueurs. Il a même appris le russe pour pouvoir lire notre littérature d'échecs. Donc du talent, plus du travail, énormément de travail. Il était fanatique. À Brooklyn, il avait 4 échiquiers et il passait d'une position à l'autre. C'est ainsi que travaillait Fischer tous les jours. Au cours de l'année 71, Fischer, après avoir abandonné un temps la compétition, effectue un retour tonitruant. Alors qu'il n'a pas participé aux éliminatoires, un joueur américain lui cède sa place pour le cycle de qualification au titre mondial. Il y fait déjà figure de favori. Je me rappelle avoir eu cette sensation de jouer contre une machine. Même quand j'avais une position gagnante, il trouvait toujours une défense. Je me disais, c'est un sorcier ou quoi? Il pouvait commettre des imprécisions, mais jamais au point de se mettre en danger, de détériorer sa position. Bien sûr, il lui arrivait de perdre. Mais la plupart du temps, il plaçait ses pièces si bien, si harmonieusement, qu'il paraissait quasi invincible. Cette situation a créé un état psychologique qui m'a conduit à un résultat critique. Ça a eu des conséquences dramatiques. Pendant 1 an et demi, j'ai été un étranger dans mon propre pays. Un grand maître soviétique ne pouvait pas perdre ainsi face à un Américain. Derrière tout ça, il y avait des motifs politiques.
6-0 contre Taïmanov, 6-0 contre Larsen, et il a battu Petrosian. Moi, j'étais l'entraîneur de Petrosian à Buenos Aires. Et je peux vous dire que Fischer jouait si bien cette année-là qu'aucun joueur au monde n'aurait pu l'arrêter. Bien sûr, nous, dirigeants du sport, nous sentions mal à l'aise. Personne ne niait que Fischer était un génie des échecs, qu'il était difficile à battre. Mais on connaissait la valeur de nos joueurs et on se disait bien qu'on pourrait lui résister. Naturellement, on ne peut jamais exclure la défaite, mais nous mettions de grands espoirs en Spassky. Là, la situation s'est compliquée, car malheureusement, on s'est mis à faire pression sur Spassky et les autres joueurs. On les convoquait sans arrêt au comité des sports, et même au KGB. Ils sont devenus nerveux. On leur disait « Garantissez-vous la victoire ?» Mais qui peut garantir une chose pareille? C'est un sport. Bien sûr qu'on peut dire « je garantis », mais ce n'est pas sérieux. Spassky, lui, répondait « on n'est pas plus mauvais, on va lutter ». Ce n'est pas une réponse. Comment ça, lutter? Tu es soviétique. Tu dois garantir qu'on va garder le titre. Mais il ne pouvait pas répondre ça. Alors on le tourmentait. Ça a compliqué les choses. Après des mois de tergiversation, c'est l'Islande qui a été choisie pour accueillir le championnat du monde. Cette petite île, à mi-chemin entre Washington et Moscou, va être le théâtre d'une guerre intellectuelle et symbolique entre les deux idéologies qui se partagent la planète. Avant même de commencer, la rencontre est déjà surnommée le match du siècle. Mais le match du siècle se présente mal. Alors que Spassky vient d'arriver, Fischer reste introuvable. Ses avocats font savoir qu'ils jugent la bourse insuffisante. Personne ne sait si le championnat du monde aura vraiment lieu. В связи со создавшейся ситуацией чемпион мира Спасский считает, что создалось беспрецедентное в истории шахмат положение, когда чемпион мира, своевременно приехав на соревнования. In connection with the present situation, world champion Boris Spassky considers that an unprecedented in the history of chess situation has arisen when the world champion, having come for the match in time, had to wait for the challenger's arrival to the place, and that additionally represents the gross violation of the FIDE rules, which are binding for all. World champion Boris Spassky thinks that the absence of the challenger at the opening ceremony of the match and his 3 days delay represent an insulting act. La cérémonie d'ouverture a débuté avec une chaise vide. C'était la chaise de Bobby Fischer. Il fallait bien commencer. Je me rappelle que l'ambassadeur des États-Unis était assis à côté de cette chaise vide et qu'il était très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Je crois qu'il avait honte. Le jeune Américain ne se conduisait pas comme il aurait dû. Son attitude n'était pas convenable. Ce n'était pas bon pour les États-Unis. C'est alors que le Premier ministre lui a dit quelque chose comme « Vous savez, les Islandais ont fait tout leur possible pour organiser ce match, de manière à honorer le champion du monde et son challenger. Mais le challenger ne vient pas.
Et je crains que son comportement génère en Islande une atmosphère hostile à votre pays. L'atmosphère était assez tendue parce que la population locale mettait en cause la base américaine, la radio américaine, l'influence américaine en Islande. Naturellement, nous étions en pleine guerre froide. La tension entre les États-Unis et l'URSS était importante. Et cela a attiré l'attention sur toute cette affaire. Mr. Fisher, with his bodyguards and his lawyers, with his team of psychiatrists and medical advisors, with his tantrums, and above all, his wonderful sense of publicity, has made this year's championships in Iceland hot news. And if Mr. Fisher has a moral to pass on, it is that the important thing in the game is not in winning, but in getting the highest percentage of the gate money. Michael Nicholson, ITN, sitting where Mr. Fisher should have been in Iceland tonight. Le 4 juillet, enfin, Fischer débarque en Islande. La veille, un milliardaire anglais vient de doubler la prime du match. Tandis qu'à Washington, Henry Kissinger, conseiller spécial du président Nixon, fait savoir à la presse qu'il est intervenu personnellement, au nom de l'intérêt national. Kissinger a téléphoné à Bobby Fischer. Il lui a dit « Nous voulons que vous battiez les Russes. Nous voulons que vous alliez combattre pour l'Amérique. » Et après le match, Paul Marshall, qui était un des avocats de Fischer, m'a confié qu'il était là quand Kissinger a appelé. Ils avaient essayé toute la journée de convaincre Fischer de venir jouer en Islande, sans résultat. Mais Fischer a changé d'attitude après avoir parlé à Kissinger. Il est sorti de la conversation comme un jeune soldat, prêt à partir au combat. Pour Kissinger, l'occasion était trop belle. Fischer lui offre la possibilité de battre les Soviétiques sur leur propre terrain. Les États-Unis, un pays où pratiquement personne ne joue aux échecs, se passionnent brusquement pour le jeu. Et Fischer se laisse persuader de l'importance de son rôle. Arrivé à Reykjavik, il déclare aux journalistes « J'ai compris que les intérêts de mon pays étaient supérieurs aux miens. » Dans moins de 4 heures, 2 hommes penchés sur un échiquier vont repenser l'avenir du monde. Oui, car c'est bien d'un nouvel affrontement Est-Ouest qu'il s'agit. Écoutez plutôt. Ce championnat du monde, c'est le match du siècle, c'est le monde libre qui se bat contre ces menteurs, ces tricheurs, ces hypocrites de Russes. Une phrase, bien sûr, qui n'est pas de moi, mais de l'Américain Bobby Fischer, le challenger de l'actuel champion du monde, Boris Spassky. Quand Spassky s'assoit face à Fischer pour la première partie du match, ses intentions sont claires. Il s'agit de démontrer à l'Américain que lui ne se laissera pas laminer comme ses compatriotes. Il opte donc pour un début solide. Et, après à peine 30 coups, les deux joueurs parviennent à une position symétrique. 2 fous de case noire, 6 pions également répartis sur les 2 ailes, et les 2 rois qui s'apprêtent à venir au centre de l'échiquier. À cet instant, l'Américain décide de déséquilibrer violemment la position. Avec son fou, il s'en va capturer un pion de l'aile adverse. Ce simple coup suffit à bouleverser le paysage, car immédiatement, Spassky avance le pion voisin qui, comme un verrou, enferme la pièce ennemie. Le fou, prisonnier des cases noires, ne peut pas échapper. Il ne reste alors au roi blanc qu'à venir tranquillement le capturer.
Dans la bataille, Spassky a perdu 2 pions, mais il a gagné 1 fou. La précision du champion du monde fait le reste. Avec l'aide de son fou, le roi blanc dévore les pions ennemis les uns après les autres. Et au 56e coup, Fischer tend la main, en signe d'abandon. À cause d'un coup de fou malheureux, l'Américain vient de mordre la poussière pour la première fois depuis bien longtemps. Spassky 1, Fischer 0. Le grand joueur allemand Lasker l'avait déjà énoncé au début du siècle. Art, sport, science, tout ça importe peu. Le jeu d'échecs, c'est d'abord l'affrontement de 2 égaux, le face-à-face de 2 esprits qui combattront jusqu'au terme. Dans la première partie, Fischer n'a pas fait de bourde. C'était une action intentionnelle qui a échoué. C'est mon opinion. Et les analyses, plus tard, ont prouvé qu'il aurait pu faire nul, même après avoir joué son coup de fou malheureux. Je voudrais ajouter quelque chose. La ligne principale de Bobby Fischer dans le match visait à lutter pour l'initiative par tous les moyens. Dans la première partie, bien qu'il l'ait perdue, il a manifesté cette volonté. Son obsession durant le match était de prouver à Spassky qu'il n'avait pas peur de lui, qu'il était capable de jouer jusqu'au bout, qu'il l'attaquerait sans relâche. Un championnat du monde se joue sur et hors de l'échiquier. L'environnement, les moindres détails font aussi partie du match. Après sa défaite, l'Américain contre-attaque sur un terrain qui lui est familier, l'organisation et les conditions de jeu. Il se plaint des caméras de télévision, qu'il avait pourtant contribué à faire venir, et refuse de continuer tant qu'elles n'auront pas disparu. Tandis que la deuxième partie commence, Fischer se terre dans sa chambre d'hôtel et menace de repartir pour l'Amérique. The hall is very, very noisy out there. It's about like State and Randolph at high noon on Saturday. And it's no place to be playing chess. Gligerich did say that he had played in worse places, but he admitted that he was not the world's champion and that he hadn't found them very often. So you disagree with Arbiter Schmidt that conditions are good? Did Schmidt say they were good? Why is he waving his hands around like some kind of a yogi priest or something like that? If conditions are good, he should be sitting down and watching them. Mr. Fox, yes. One of Bobby Fischer's main complaints against your cameras has been that the noise bothered him. If it's not the noise that's bugging Mr. Fischer, what could it then be? You know as well as I do. I have no idea. A lot of people like the answer to that question. I can't tell you. I don't think anybody can tell you other than Bobby Fischer, and maybe he can't tell you. Fischer avait déjà souvent abandonné en cours de tournoi. Et les gens se disaient, est-ce que cela va finir en tragédie? Est-ce que le meilleur joueur de tous les temps ne jouera jamais le championnat du monde? Les gens discutaient de cela dans tout le pays et dans le monde entier, même ceux qui ne jouaient pas aux échecs. Je me souviens de la deuxième partie quand Fischer ne s'est pas présenté. Spassky s'est assis à l'échiquier. Lothar Schmidt a appuyé sur la pendule. Il était 17 heures. Spassky a fini par se lever. Il n'y avait plus personne dans la salle. Ça discutait dans le centre de presse. Viendra, viendra pas. Après 20 ou 30 minutes, il est devenu clair que Fischer ne viendrait pas.
On a attendu encore parce que selon les règles, si un joueur ne se présente pas au bout d'une heure, il a perdu la partie. Sur le moniteur, je regardais Spassky qui attendait sur la scène. Et à chaque minute, mon angoisse grandissait, pourvu que Fischer n'arrive pas. Je connaissais Spassky depuis longtemps et je le voyais se décomposer devant mes yeux. Dans les dernières minutes, je suis sûr que si Fischer était venu, Spassky n'aurait eu aucune chance. Il était fini, totalement fini. À Moscou, les autorités réagissent très mal à ce nouvel affront. La fédération considère que son champion a été humilié et tente de le ramener au bercail par tous les moyens. Il y a eu une série de coups de fil à notre ambassadeur en Islande. Ils ont utilisé tous les moyens diplomatiques. Ils sont passés par Geller, le secondant, pour arrêter le match. Geller me l'a raconté, nous étions amis. Il est allé voir Boris et il a dit « On me téléphone de Moscou. Tu dois taper du poing sur la table et cesser de jouer. » Comment aurait-on pu disqualifier Spassky après ce qui s'était passé? Le match aurait pu s'arrêter là. Mais Boris a accompli un exploit. Certains disent qu'il voulait entrer dans l'histoire, peu importe. N'en sais rien. Mais il fallait oser faire ce qu'il a fait. Si le match s'était arrêté, Fischer ne s'étant présenté ni à l'ouverture ni à la deuxième partie, l'opinion aurait été du côté de Spassky, en URSS comme à l'étranger. Fischer s'était trop mal conduit. Mais Spassky a su surmonter cela. Il savait qu'il pouvait perdre, mais il a dit « Non. Si je gagne, ce sera sur l'échiquier et je vais jouer. » J'ai refusé d'obéir. Ce n'était pas un ordre, mais une pression assez forte. J'ai dit que je jouerais le championnat du monde. Un point, c'est tout. J'ai pu le faire parce que je n'étais pas communiste. Si j'avais été communiste, j'aurais dû obéir. En tant que communiste. Comme je ne l'étais pas, que je ne l'ai jamais été, j'ai pu décider par moi-même. L'école soviétique d'échecs était au cœur de l'appareil de propagande. Le paradoxe, c'est que parce qu'elle avait besoin des plus forts, elle a toléré en son sein des joueurs fantasques, autonomes et difficilement contrôlables. Des Bronstein, des Thal, des Spassky, qui n'ont jamais appartenu au parti, qui, contre les usages, se sont passés de soutien direct dans l'appareil d'État. Parce que, dans cette stratégie de guerre idéologique sur l'échiquier, un Spassky est irremplaçable, les autorités doivent désormais composer avec un joueur qui leur résiste et entend bien continuer le match jusqu'au bout. Spassky voulait que le match ait lieu. Pour lui, c'était le principal, jouer le match. Il était sûr de gagner. C'est pour ça qu'il acceptait toutes les concessions. Il voulait jouer. Il avait gagné la première partie. Fischer n'était pas venu à la deuxième. Et il craignait que le match s'arrête. Même au lit, il aurait joué.
L'important, c'était de jouer pour que la fête continue. The people here at the back door of the sports stadium in Reykjavik are not just waiting to catch a glimpse of the Grand Masters. They know they just could be in at the start of yet another chess sensation if either man fails to turn up. But with 5 minutes to go, Spassky does. Mr. Spassky, are you happy with the arrangements for today's game? Fischer, on the other hand, is now late. Could this be another hitch? He's on his way, I'm certain. There's going to be a game tonight, is there? There's going to be a massacre. Fischer se présente bien pour jouer la troisième partie, mais il pose une nouvelle exigence. Il demande que l'échiquier soit déplacé dans une petite salle, sans public. La guerre psychologique que menait Fischer contre Spassky et les autres était fondée sur un principe. Je pose une condition. Et même s'il s'agit d'une chose insignifiante, dès que l'autre accepte, il me cède du terrain et reconnaît ma force. Il se trouve alors en état d'infériorité psychologique. C'est pour ça qu'il a voulu jouer dans la petite salle. Nous étions catégoriquement contre cette requête. Ni Ney, ni Geller, ni moi ne voulions céder. Mais Spassky, qui se sentait redevable envers Fischer, a voulu compenser. Il disait, la première partie, je l'ai gagnée moi-même. Mais pour la deuxième, on m'a fait un cadeau. Et ce cadeau, je ne le mérite pas. Pour 99% des gens, ce ne serait pas un problème. Mais pour Spassky, si. Quand la partie a commencé, une dispute a éclaté entre Lothar Schmidt, l'arbitre, et Fischer. Une dispute a commencé, et à un moment, Fischer a dit à Schmidt, la ferme. C'est à cet instant précis que j'ai commis une erreur fatale. Je crois même que c'est à ce moment-là que j'ai perdu le match. Parce que j'ai accepté de continuer dans de telles conditions. En ma qualité de champion du monde, j'aurais pu simplement dire « Excusez-moi messieurs, mais je n'aime pas cette ambiance. J'avais promis de jouer cette partie, mais j'abandonne. » Et partir. J'aurais conservé tous les avantages psychologiques que j'avais à ce moment-là du match. Je pense que Fischer se serait retrouvé dans une position très difficile, psychologiquement. Au lieu de cela, j'ai accepté de jouer. J'avais donné ma parole. Et j'ai fini par perdre. J'ai perdu au 40e coup quand la nulle était déjà évidente. J'ai perdu contre Fischer pour la première fois de ma vie. C'est comme si je lui avais ouvert la porte. Il a senti ma faiblesse. J'avais détruit de mes propres mains ma position gagnante. Je l'ai compris tout de suite. Et j'ai commencé à me torturer l'esprit. Pendant un match, les tourments de l'esprit sont les pires. L'esprit doit rester fort. J'avais détruit moi-même ma propre conception. Psychologiquement, j'étais condamné. J'étais pourtant déterminé à lutter contre Fischer jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à ma dernière cartouche. J'étais convaincu que je pourrais lutter jusqu'au bout. Ce n'était pas une idée en l'air, mais les forces étaient inégales.
À partir de là, il s'est ressaisi et son cerveau s'est mis à fonctionner comme une montre suisse. Iceland, therefore, is a contemplative nation, close to nature, fiercely proud of its Viking heritage, and inclined to respect genius, even when it comes in the form of the eccentric Bobby Fischer, who speaks to almost no one and is rarely seen except when he drives up to the matches and gets out, goes through the back door. Before the matches, at least, Boris Spassky was far more cordial. The Icelanders favored him. But presently, he's also the apparent loser, and Icelanders are like most other human beings, they like winners. Congratulations. Right. How you feel, babe? Well, tell us how you feel about it. You said you were going to do it. Listen, will you talk to us, Bobby? Bobby, roll the window down. When Bobby Fischer won the 21st game of the match on September 1st, he became the 11th World Chess Champion. Just as important, he became the first American and the first New Yorker to hold the title. Many people have brought back many things to New York, but never before a World Chess title. More than that, Bobby Fischer has brought the game itself to millions of people. America has found a new game, one that many of us thought was beyond us. Mr. Mayor and friends, first of all, I want to deny a vicious rumor that's been going around. I think it was started by Moscow. It is not true that Henry Kissinger phoned me during the match to tell me the moves. That's true. Okay. I never thought I'd see the day when chess would be all over the front pages, here, but confined only to one paragraph in Pravda. I guess that's my fault. It just depends who's winning. Thank you. Победы Фишера показывают, что сейчас он сильнейший шахматист мира, и что бороться с ним трудно. Что же касается Спасского, то в 1969 году он действительно всех превосходил. Первую половину матча он играл просто плохо. А что касается подслушивания, то оно вполне могло иметь место. Хотя за последние годы у Спасского развелось самомнение и появилась самонадеянность. Он все время подчеркивал отсутствие политической значимости матча с Фишером. Хотя ясно, что потерпела поражение вся наша шахматная школа. Спасский забыл, что он спортсмен, но в красной майке. В результате неудовлетворительного выступления Спасского поставлен под удар престиж государства. Следует признать, что поставленную задачу сохранить звание чемпиона Спасский не выполнил. Проигрыш касается нас всех. Каждый из нас должен задать себе вопрос: что я сделал для того, чтобы обеспечить успех советской шахматной школы на мировой арене? Да, было такое специальное Effectivement, il y a eu une réunion spéciale. On a dit que j'étais un méchant garçon, que j'avais mal défendu l'honneur de l'URSS, que par ma faute, on avait perdu l'hégémonie sur l'échiquier, que je m'étais mal conduit avant le match, que j'avais été présomptueux, arrogant, que je n'avais pas écouté l'opinion des camarades, simples et intègres, et ainsi de suite.
Я на это ответил, Alors j'ai что répondu если бы que si j'avais pu я бы choisir имел mon équipe возможность сам бы выбрать себе рабочую et que si le группу, comité des sports ne m'avait и pas mis мне des бы не bâtons dans мешал les roues, спорткомитет, то я мог бы довольно успешно j'aurais peut-être mieux бороться lutté против contre Фишера. Fischer. Parmi l'immense vivier des échecs soviétiques, celui qui s'impose pour tenter d'aller reprendre la couronne mondiale est un garçon d'une petite vingtaine d'années, Anatoly Karpov. Mais cette fois, Moscou a retenu la leçon. Les soviétiques se battent pied à pied, résistent aux 63 nouvelles demandes de Fischer, qui finit naturellement par déclarer forfait. Karpov devient champion du monde par défaut. L'honneur est sauf. Mais pour le monde entier, l'ombre de Fischer continue de planer. Ce que craignait Spassky est arrivé. Fischer, défait sur tapis vert, est toujours considéré comme le plus fort au monde. Karpov tente alors à son tour d'affronter l'Américain sur l'échiquier. Il use de tous ses appuis politiques pour faire accepter l'idée d'un nouveau match. И мы были очень близки к тому, чтобы подписать On соглашение. était très près de signer un accord. Но потом, анализируя Mais ensuite, поведение Фишера, en как analysant всё le comportement de происходило, я решил, что даже Fischer, если бы мы подписали j'ai pensé que même si on avait соглашение, signé, то, le вряд ли match n'aurait sans doute состоялся, pas eu поскольку lieu. Фишер нашел бы какую-то Fischer ne le причину voulait pas. не играть. И дело не в том, что он Ce n'est боялся pas qu'il меня avait или не peur de боялся. moi. Мне кажется, что Fischer avait больше всего peur de боялся сам lui-même. себя. Боялся, что Il avait peur de faire une erreur, сделает ошибку, боялся de проиграть perdre une партию. partie. Вот, он считал, что Il pensait qu'en если tant он que стал champion du чемпионом monde, мира, то, значит, он devait непогрешим, être и он не имеет irréprochable. права ни на одну ошибку. И вот с Et son такими système nerveux сверхтребованиями n'a pas он pu le просто supporter. не справилась его нервная система. Но Finalement, так получилось, что Fischer Фишер в конечном итоге решил Fischer a не играть. décidé de ne pas jouer. Мне было обидно, Bien sûr, поскольку je perdais потерялся une вот такой chance исторический historique шанс, и я очень et je хотел tenais играть beaucoup à этот ce матч. match. Но не сложилось, и, в Mais общем-то, toute вся mon моя énergie энергия s'est была reportée ailleurs. направлена на другие соревнования. Ну и вот, наверное, Et peut-être parce que от того, Fischer что m'a Фишер refusé не ce играл со мной match, матч, у меня j'ai образовался dirigé такой mon запас énergie энергии, vers les который tournois помогает и сейчас выигрывать турниры. et Я établi un установил record difficile à рекорд, battre. который, наверное, навсегда в шахматах J'ai gagné plus de останется, 150 поскольку tournois, выиграть больше ce que 150 personne ne fera турниров jamais вряд ли plus. кто сможет. And difficulties in matches to come. And now the two Fischer players n'a eu tout au long de sa vie qu'un seul horizon, les 64 cases de l'échiquier. of chess in all L'image la plus fidèle qu'on ait de lui est sans doute celle d'une caméra de surveillance, pendant la remise des prix, qui le montre perdu dans les méandres de son échiquier de poche. inventiveness, Après lui, aucun joueur n'est jamais parvenu à fissurer la forteresse soviétique. the younger ones. His convincing victories in the last 2 years После Б4 уже ничего тяжело уже сделать. Пусть радуется. Дай шаг назад. Да не надо, пускай играет. Ну что, нагрел что ли вообще? Дай шаг. Да не надо, пускай играет. Ну что, ну, ходи как угодно. 20 ans après Reykjavik, Fischer et Spassky se sont retrouvés pour une revanche. L'Américain l'a emporté. Il a fini par se brouiller avec le département d'État et erre toujours de par le monde. Quant à Spassky, il a quitté l'Union soviétique 3 ans après Reykjavik.